L'histoire de la Terre. À la page 3 de votre manuel Synergie, vous pouvez lire que la Terre se serait formée il y a environ 4,55 milliards d'années et que l'être humain, lui, est apparu il y a environ 200 000 ans. Vous ne trouvez pas un peu étonnant de connaître ces informations puisqu'aucune forme de vie n'était présente au moment de la formation de notre planète? Par ailleurs, comment pourrions-nous bien connaître l'histoire de la Terre si celle-ci est vieille de 4,5 milliards d'années, mais que l'écriture, elle, qui aurait pu nous laisser certaines traces là, de ces informations-là, est apparue il y a seulement 6 000 ans? Ce serait donc intéressant là, pour vous d'apprendre à reconnaître les vestiges de notre passé, et cela va vous permettre de comprendre comment ces indices géologiques-là nous parlent. La géologie, eh bien, c'est la science qui nous permet de comprendre l'histoire de la Terre. La géologie permet d'expliquer une multitude de phénomènes que vous avez déjà d'ailleurs étudiés, là, certains d'entre eux en secondaire 1 et 2, comme la dérive des continents, les volcans, la formation des volcans. Et il y a tout plein d'autres phénomènes là, que vous allez apprendre ultérieurement, là, comme le début et la fin des périodes de glaciation. Une branche secondaire de la géologie est la paléontologie. C'est une discipline qui permet d'expliquer l'histoire de la Terre en analysant vous l'aurez compris en regardant le dessin, les fossiles. Les fossiles, eh bien, c'est toute trace de vie, quelque chose qui a déjà été vivant, qui se trouve généralement dans les sédiments, dans la roche sédimentaire. C'est impossible de retrouver des fossiles dans de la roche ignée. On sait que la roche ignée provient de la cristallisation, du refroidissement du magma. Le magma est tellement chaud, même s'il y avait un fossile qui essaierait de se former là, c'est impossible puisque toute trace de vie fondrait littéralement, là, brûlerait dans le magma. Donc, si on désire en fait chercher un fossile, ça ne sert à rien de regarder à l'intérieur de la roche ignée. Il faut toujours essayer d'en trouver, si on veut en trouver, à l'intérieur de roches sédimentaires comme du calcaire ou encore du grès. La fossilisation, c'est comment est-ce que ça se forme finalement un fossile? Ça prend un organisme vivant et la première étape, évidemment, il faut que l'organisme meure. Ensuite, il va être recouvert de sédiments. Pour être recouvert de sédiments, il faut que cet organisme-là tombe au fond de l'eau. Donc, étape 1, il va mourir, tomber au fond de l'eau, va être recouvert par des sédiments. Et après des centaines d'années, mais quand on parle de centaines d'années, c'est centaines et milliers d'années, la roche va se former et il y a un organisme qui va se fossiliser et là, on va voir apparaître un fossile. Un fossile, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on est si intéressé par les fossiles? C'est que ça nous donne une quantité incroyable que vous ne pourriez pas imaginer sur les formes de vie du passé, mais aussi sur les différents changements qu'a vécu la Terre. On peut comprendre notre passé et aussi anticiper les phénomènes, les différents changements qui vont marquer notre futur. Les dinosaures, on sait, fascinent les enfants depuis très longtemps. Si vous avez déjà eu la chance de visiter les musées de sciences naturelles comme celui d'Ottawa, de Toronto, de New York ou ailleurs dans le monde, dans les grandes villes, il y a tout plein de fossiles dans ces musées-là. Ils fascinent, mais ils nous parlent également. Les fossiles de dinosaures nous racontent l'histoire de la Terre. Par exemple, on est capable de prédire que leur extinction est due à une météorite. Il y a eu différentes théories. La plus plausible est celle d'une météorite. Il y aurait eu une méga-météorite qui aurait frappé la surface de la Terre. Là, je vous ai mis une image. Vous comprendrez que ce n'est pas une photo. C'est impossible. C'est vraiment une image qu'on a créée pour dire que on pense que ce serait une méga-météorite. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est parce qu'on est capable, on a été capable de retrouver plusieurs fossiles squelettes là, de dinosaures presque complets. En quoi est-ce que c'est si intéressant qu'ils soient presque complets? Ça nous laisse croire qu'ils ont été ensevelis très rapidement. Imaginez un dinosaure qui meurt, se retrouve au sol. Les ossements, s'ils ne sont pas recouverts rapidement, vont être déplacés par un vent violent, par un animal qui passe par là, va déplacer les ossements. Si c'est au fond de l'eau, des vagues. Donc, les ossements vont difficilement être retrouvés entiers. S'ils sont ensevelis rapidement, qu'il y a des sédiments qui rapidement le recouvrent, il y a plus de chances que le squelette va se fossiliser et qu'on le retrouve entier. Alors, ce qu'on pense qui s'est passé, c'est qu'une méga-météorite a frappé la surface de la Terre. Entraînement, évidemment. Une quantité incroyable de sédiments, de poussière
à monter dans l'atmosphère. Et lorsque ces poussières-là sont retombées, ils ont recouvert les fossiles, les squelettes de dinosaures qui, par la suite, se sont fossilisés. Et là, des centaines et des centaines et des centaines, voire des milliers d'années plus tard, on retrouve ces squelettes-là. Et on est capable de dire l'âge de la roche dans laquelle on l'a trouvé et qu'est-ce qui s'est passé finalement. Pourquoi est-ce que les dinosaures sont disparus? Bien, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Parce que là, je vous ai dit connaître l'âge du dinosaure. Bon, moi, ça me fascine. Comment est-ce qu'ils font pour connaître l'âge de quelque chose qui est arrivé vraiment très, 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 très longtemps avant nous? OK? Donc, les scientifiques, les géologues, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Bien, la stratigraphie, c'est la science. Toujours là, c'est une discipline à l'intérieur de la géologie qui étudie la superposition des couches de roches. Bon, je vous l'accorde, ça peut avoir l'air franchement ennuyant comme boulot, dire moi j'étudie les couches de roches. En fait, ça doit être fort intéressant parce que, premièrement, ils visitent des lieux exceptionnels sur Terre, magnifiques, vraiment très beaux, et ils vont être capables d'expliquer toute l'histoire de la Terre. Et ça devient pour eux quand même emballant là, de voir et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé alors qu'aucun humain n'était présent. Chaque couche stratigraphique, alors vous voyez dans l'image qui vient d'apparaître à gauche une dame, là, et derrière elle, bon, on ne peut pas parler de montagne, mais il y a plusieurs couches de roches sédimentaires. Chacune des couches, qu'on appelle une strate, va avoir, bon ici, là, il y a vraiment tout plein de belles couleurs, là, donc des couleurs, des tailles de particules. La roche va changer, là, les minéraux présents dans la roche vont changer et on va être capable de dire que chaque couche est différente et c'est comme ça qu'on est capable de décrire l'histoire de la Terre. Il existe 3 grands principes de la stratigraphie. Le premier est qu'à l'intérieur d'un ensemble de couches de roches, les plus anciennes se trouvent toujours en dessous et les plus récentes sur le dessus. Bon, regardez l'image à droite. Là. Imaginez qu'à l'époque, il y a eu une mer. C'est au fond d'une mer, au fond d'un océan, il y a des sédiments qui se déposent. Bien, les premières couches de sédiments vont être au fond et plus il va y avoir de sédiments qui vont se déposer, se superposer, bien, la couche sur le dessus va être plus jeune. Ça, c'est le premier principe de stratigraphie. La deuxième, c'est le principe de l'identité paléontologique qui dit que 2 couches stratigraphiques qui contiennent le même fossile ont le même âge. Bon, alors, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que vous devez comprendre, ça c'est super important, que la roche est composée de minéraux, c'est pas vivant. Donc, on ne peut pas identifier l'âge d'une roche parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la roche n'est pas vivant. Par contre, si on trouve un fossile à l'intérieur de la roche, on va voir tantôt comment ils font pour identifier l'âge de la roche, du fossile, pardon. Bien, s'il y a un fossile d'une certaine âge à l'intérieur de la roche, on sait que cette roche-là est apparue à cette époque-là. Donc, ça va nous donner l'âge. Donc, si on voit que 2 couches contiennent le même fossile, bien, c'est que ces 2 couches-là ont exactement, à peu près, là, le même âge. Le troisième principe de stratigraphie, c'est si l'espèce fossilisée n'a vécu sur Terre que durant une courte période de temps, bien, cela va nous fournir l'âge très précise de la roche. L'exemple qui est à droite, c'est un exemple classique parce que si vous allez dans des lieux touristiques, dans des musées, c'est très facile de se procurer, d'acheter un fossile d'ammonite. L'ammonite, bon, c'est marqué, a vécu environ 180 x 10 à la 6 années. Vous allez étudier bientôt en mathématiques, là. Qu'est-ce que ça signifie 10 exposant 6? En fait, c'est 1 million. Donc, l'ammonite a vécu seulement environ 180 millions d'années. Bon, là, vous dites, waouh, 100 millions d'années, c'est énorme. Non. En termes d'histoire géologique, okay, 180 millions d'années, c'est très peu à comparer à l'histoire de la Terre qui a 4,55 milliards d'années. Donc, lorsqu'on retrouve une ammonite dans la roche, on connaît l'âge de cette roche-là et c'est vraiment très intéressant parce que là, toutes les roches qui sont au-dessus sont plus jeunes. Toutes les roches qui sont en dessous sont plus vieilles. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier principe de stratigraphie. Donc, on est capable de déduire l'âge des roches. Alors, la méthode de datation, je viens grosso modo de vous en parler un petit peu, là. Il y a 2 méthodes. La datation relative, ça le dit, c'est relatif, donc c'est approximatif, et la datation absolue, elle est beaucoup plus précise. La datation relative, bien, ça permet de déterminer l'âge approximatif des roches en regardant où est-ce qu'on trouve le fossile, dont on est capable d'avoir l'âge, et toutes les roches qui vont être situées au-dessus, comme je vous ai dit, sont plus jeunes. Toutes les roches qui sont situées en dessous vont être plus vieilles. Et là, on va être capable de donner l'âge relatif des différentes couches. La datation absolue, elle est beaucoup plus précise. On va utiliser, bon, moi, la technique que je connais davantage, c'est le carbone 14. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute matière organique, tout ce qui est vivant, contient du carbone. Okay? Alors,
le carbone qui est dans notre corps n'est pas radioactif. Mais on a une infime quantité, même vous, là. Donc, les humains, les plantes, tout ce qui est vivant contient une petite quantité de carbone 14. Le carbone 14 est radioactif et on appelle ça la demi-vie. Tranquillement, pas vite, ce carbone 14-là va disparaître. Les scientifiques sont capables de prendre un extrait du fossile, de regarder la quantité de carbone 14 qui reste dans le fossile. Moins il en reste, bien, plus on sait que le fossile est vieux, plus il y en a, bien, plus le fossile est jeune. Donc, avec la quantité de carbone 14, donc le carbone radioactif qui reste dans le fossile, on est capable de donner l'âge du fossile. Alors, une fois qu'on a déterminé avec la datation absolue l'âge d'un seul fossile, ne serait-ce qu'un seul fossile, on est capable par la suite, avec la datation relative, de donner l'âge des couches au-dessus et en dessous. Maintenant, l'échelle des temps géologiques. Je vous ai mis une image avec une montagne. Okay? On voit que la couche du bas, bien, vous l'aurez compris, c'est une roche qui provient de la période du Cambrien. Bien, si je vous demandais si elle est plus jeune ou plus vieille que le Permien, elle est en dessous, donc elle est plus vieille. Mais cette roche-là, elle a été formée, comme je vous ai dit, dans la période du Cambrien, c'est-à-dire avant même la première extinction massive. Alors que la deuxième, la dernière, celle qui est située plus haut, provient du Permien. La période, elle a pris fin lors de la troisième grande extinction massive. Et ça, cette grande extinction-là a permis, bien, en fait, elle a fait disparaître 96% des espèces marines et 75% des espèces terrestres. Alors, au niveau de ces couches de roches-là, dans le Permien, on va être capable de retrouver beaucoup de fossiles parce qu'il y a une très grande quantité d'animaux, d'espèces autant marines que terrestres qui sont disparues. Et puis, en retrouvant ces fossiles-là, on a été capable de donner les différentes couches. Bien, lorsqu'on va visiter des lieux magnifiques tels le Grand Canyon, on voit ces couches-là stratigraphiques, on est capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre. Maintenant, l'échelle géologique, au lieu d'être présentée sous forme de montagne, on peut la présenter selon une ligne du temps. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? Pour vous montrer qu'il y a quelque chose de fort intéressant. Si on regarde l'échelle du temps, des temps géologiques, là, et si on séparait le temps en quatre, la première partie de l'histoire de la Terre, il n'y aurait eu aucune forme de vie. Absolument aucune forme de vie. Donc, le corps de la vie de la Terre, il n'y a eu aucune forme de vie. Pendant la deuxième période, okay, le deuxième quart, si vous voulez, il n'y a eu que des cellules prokaryotes. Ce sont des cellules vraiment, vraiment primitives, là, aucun noyau. Le troisième quart, cellules eucaryotes. Donc, sur 4 milliards, disons qu'on arrondit à 4 milliards d'années, les 3 premiers milliards d'années, ce n'étaient que des cellules. Bon, est-ce qu'on peut voir une cellule à l'œil nu? Réponse, non. Alors, quand on regarde au niveau des exoplanètes, est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes? Il faut arrêter de penser qu'on va voir apparaître des petits martiens, mais ça n'a pas rapport. Ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir des cellules, autant prokaryotes qu'eucaryotes, donc des cellules invisibles à l'œil nu, sur ces planètes-là qui pourraient dire, hey, éventuellement, peut-être que la vie va se développer dans des formes beaucoup plus complexes. Donc, les formes de vie complexes sont arrivées dans le dernier quart de la formation de la Terre, là, de l'existence de la Terre, pardon, dans le dernier quart à droite. En jaune, je vous ai mis la période où a vécu les dinosaures. Et regardez la petite flèche bleue, c'est l'apparition des humains. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que c'est vraiment important de comprendre que l'humain n'a pas cohabité avec le dinosaure. Je vais vous mettre une image tantôt là, pour justifier ce que je viens de dire. Maintenant, il y a eu 5 grandes extinctions massives. Pourquoi est-ce que les 5 grandes extinctions massives sont arrivées à la toute fin de l'histoire de la Terre? Bien, auparavant, il n'y avait pas de vie ou encore il n'y avait que des cellules. Est-ce qu'on aurait pu voir apparaître des extinctions? Oui, mais est-ce qu'on a des traces de ça? Ben non, parce qu'on n'a pas pu retrouver de fossiles de ces traces de vie-là. C'est pour ça qu'on a commencé à parler des grandes extinctions massives dans le dernier quart, là où on a pu retrouver des fossiles. Les grandes extinctions, de quoi ont-ils été causées? Ben, par le refroidissement du climat. Augmentation de la température, donc au lieu d'avoir un refroidissement du climat, réchauffement planétaire. Glaciation, volcan, effet de serre. Quatrième, impact de météorites, volcans, donc ça c'est relié à la quatrième, grande extinction. Et la cinquième, l'impact d'un méga-météorite, ce serait celle là, qui a amené la disparition des dinosaures. Ce qui est intéressant de se demander, c'est, hey, va-t-il y avoir une sixième extinction massive? Si vous voulez mon avis, moi je pense que oui.
La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il va y en avoir une ou pas, là, une prochaine. La réponse est, ben, s'il y en a déjà eu 5, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas une sixième? Oui, présentement, on est en période de réchauffement climatique. La vraie question, c'est à quelle vitesse est-ce que cette extinction massive-là va arriver? Et surtout, est-ce que l'humain va disparaître? Parce que ce ne sont pas toutes les formes de vie qui sont disparues lors des 5 grandes extinctions massives. Toutefois, on sait que l'humain est une forme de vie particulièrement complexe et on sait que plus la forme de vie est complexe, bien, plus c'est difficile pour cette forme de vie-là de s'ajuster lors d'un changement de climat. Donc, est-ce que l'humain serait amené à disparaître? Bien, fort probablement, et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur qu'est-ce qui se passe au niveau de notre environnement, prendre soin de la Terre. Bon, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. La bande jaune en haut correspond à la période où ont vécu les dinosaures. La flèche pointillée bleue, l'apparition de l'humain. Souvent, on va voir des BD qui nous présentent des humains avec des dinosaures. Ça n'a tout à fait pas de bon sens. Alors, merci de cesser de perpétuer le mythe, là. Les humains n'ont jamais cohabité avec les dinosaures. Et ça, ben, c'est un mythe qui a été longtemps et même encore véhiculé par les bandes dessinées. Maintenant, conclusion de cette petite partie. Ben, j'aimerais vous amener à voir quelque chose de très concret, OK? L'histoire de notre région à nous, la ville de Québec. De quoi ça avait l'air? On a vu qu'il y a, bon, les géologues peuvent étudier l'histoire de la Terre, mais concrètement, là, est-ce qu'on a des traces autour de nous? Si on ouvre les yeux, est-ce qu'on peut voir des vestiges du passé et comprendre ce qui s'est passé? Ben oui. Et si la chute Montmorency nous parlait? La prochaine fois que vous irez aux chutes Montmorency, ouvrez les yeux puis faites juste réfléchir à ça, là, regardez ça. Vous allez trouver ça fort intéressant. La chute Montmorency nous raconte l'histoire de la région de Québec. Lors de la fonte des glaciers, une mer d'eau salée est apparue au-dessus de la ville de Québec et on l'appelait la mer de Champlain. Bon, moi j'ai étudié ça en géologie. À l'époque, au-dessus de la ville de Québec, il y avait la mer de Champlain. La mer de Champlain s'est retirée. On a vu apparaître le fleuve Saint-Laurent à cause de la faille de Logan. Et puis, ben, éventuellement, une ville s'est développée des millions et des millions d'années plus tard. La question c'est, ouais, mais qui a vu la fonte des glaciers? Qui est-ce qui a vu la mer disparaître? Bien, comment est-ce qu'ils font? Il n'y avait pas personne, il n'y avait pas d'humain à l'époque. Comment est-ce qu'ils ont fait pour dire ça? Bien, on a des preuves de ça lorsqu'on regarde, comme vous venez de voir, la roche. Pourquoi savons-nous qu'il y avait une mer il y a environ 13 000 ans au-dessus de la ville? Bien, regardez la roche. La prochaine fois que vous irez aux chutes, ça c'est une photo que moi j'ai prise là, en allant aux chutes Montmorency avec mes enfants. Bien, vous voyez que la roche, c'est de la roche sédimentaire. On voit les strates. S'il y a des strates, c'est qu'il y a eu, tranquillement pas vite, dépôt de sédiments. Bien, s'il y a dépôt de sédiments, c'est parce qu'il y a de l'eau. Donc, il y avait une mer, il y a eu des sédiments qui se sont déposés tranquillement pas vite et est apparue une roche sédimentaire. Maintenant, ça, c'est le premier indice. On sait qu'il y avait une mer. L'autre indice, bien ça, là, ce sont mes photos à moi. J'ai amené mes enfants l'autre côté du pont. Donc, quand vous êtes au manoir, le visualisez, vous êtes au manoir, vous prenez le pont au-dessus de la chute et vous vous dirigez vers le nord. Là, il y a des petits sentiers qui longent la rivière, là, exactement là où vous ne devez pas vous baigner, mais qu'il y en a qui le font, que c'est très dangereux. Donc, penchez-vous et regardez la roche. Bon, vous allez dire, ah, madame, vous avez été chanceuse. Non, vraiment pas. Si vous prenez le temps de regarder, vous allez trouver tout plein de fossiles. Mon préféré, évidemment, est en haut à gauche. Là. On voit une petite étoile. Et essayez pas de trouver des animaux, là, des fossiles d'animaux. C'est très difficile à trouver, c'est très rare. Par contre, vous allez trouver une multitude de fossiles de coquillages. Mais là, vous allez dire, voyons, un coquillage, c'est pas vivant, ça. Vous avez dit qu'un fossile, c'était une trace d'un organisme vivant. Ben oui, le fossile, le coquillage en tant que tel n'était pas vivant. Par contre, c'est ce qui abritait un organisme vivant, donc on va considérer que c'est un fossile parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur du petit coquillage. Donc, on est capable, à partir du coquillage ou encore des petites étoiles comme ça, d'aller trouver l'âge de la roche et on va être capable de déterminer la mer a disparu quand, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, bon, présence de fossiles de coquillage, âge connu par datation absolue et relative. Maintenant,
Vous dites, attends, là, une mer, OK, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il y avait de l'eau? Bon, les coquillages, parce que des coquillages, on voit ça dans l'eau, mais ceux qui habitent la région de Saint-Nicolas. On peut également trouver une tonne de fossiles. J'ai visité cette sablière-là. Vous dites, wow, elle est allée visiter une sablière. Oui, à l'université en géologie. Ils nous amènent visiter cette sablière-là parce que c'est vraiment étonnant. La sablière, elle est 66 mètres d'altitude plus haut que la mer. OK? Donc, techniquement, si elle est plus haute que le niveau de la mer, il ne devrait pas avoir de coquillage là. Bien, regardez l'image de la sablière lorsqu'on est loin. Donc, quand on arrive en autobus, c'est ce qu'on voit, du sable. Mais lorsqu'on se rapproche, on commence à voir des petites taches blanches comme ça. Et si je vous le grossis vraiment de proche, là, zoomé, on trouve une tonne de coquillages dans cette sablière-là. Donc, on a la preuve qu'au-dessus de la ville de Saint-Nicolas, ben forcément, il y avait une mer à l'époque. Maintenant, comment savons-nous que la mer s'est retirée? Parce que là, on dit, ah, la mer s'est retirée lorsque les glaciers ont fondu. Encore là, comment est-ce qu'ils font pour savoir? Regardez la roche. Regardez l'angle des strates. La roche a littéralement été tordue. Ben, qu'est-ce qui peut être assez lourd pour tordre de la roche? C'est les glaciers. En fait, lorsque les glaciers se sont formés au-dessus de la roche, ils ont comprimé la roche, ça l'a poussé sur la roche. Et lorsque les glaciers ont fondu, ben, ça a créé une libération de la pression et la roche, elle a remonté à la surface et en bougeant, ça l'a tordu et ça l'a fait ça. Donc, on est capable de dire que les glaciers se sont retirés et que la mer est disparue. Et voici toutes les preuves. Bon, là, je vous ai résumé ça, OK? Mais on peut faire un cours de 15 heures sur l'histoire géologique de la ville de Québec. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est les coquillages, les fossiles, grâce à la datation absolue, vont nous permettre de connaître l'âge des différentes roches. Qu'est-ce qu'on trouve dans la roche? L'âge va nous raconter l'histoire de la Terre.